Le sol en marbre du hall de la tour I seul reflétait les lumières froides du plafond, avec une perfection glaciale. Chaque pas de Julien Moreau résonnait, un son sec et solitaire dans l'immense espace. C'était le 14 novembre, un mardi gris qui promettait de la pluie sur la Défense. Julien ajusta sa veste de service, le logo de la société de maintenance brodé sur sa poitrine se sentant soudainement trop serré. Il n'était pas censé être là, au milieu du va-et-vient des cadres en costume sombre, mais le capteur de présence du portique était défaillant, et on l'avait appelé en urgence. Devant lui, à une dizaine de mètres, se trouvait l'objet de tant de protocoles silencieux, le fauteuil du souvenir, un simple fauteuil en cuir noir élégant posé sur un petit tapis circulaire. À côté, une plaque de laiton discrète vissée sur un pupitre en verre, à la mémoire de Vincent Lambert, notre collègue, notre ami. 2008-2023, c'était la politique de l'entreprise. Un geste, un symbole, un espace vide qui devait le rester. Une femme se tenait près du fauteuil, tenant par la main une jeune fille d'environ 14 ans. La jeune fille portait un jean et un sweatshirt simple, mais son regard était fixé sur le fauteuil avec une intensité qui détonnait dans l'indifférence ambiante. Sa jambe gauche, sous le genou, était une prothèse en fibre de carbone, visible sous le revers de son pantalon. Julien les avait déjà vues, la veuve et la fille de Vincent Lambert. Elle venait une fois par semaine, se tenait là quelques minutes, puis repartait sans un mot. Aujourd'hui, quelque chose était différent. La jeune fille fit un pas en avant, se détachant doucement de la main de sa mère. Elle se tourna, non pas vers sa mère, mais vers Julien, le seul uniforme dans une mère de costume. Ses yeux étaient clairs, directs. « Excusez-moi, monsieur », sa voix était douce mais ferme. « Je peux m'asseoir ici ?» Le temps sembla s'arrêter. Le bruit des conversations, le cliquetis des talons sur le marbre, tout s'estompa. La question flottait dans l'air, simple, innocente, et pourtant lourde comme une pierre. Julien sentit un regard peser sur lui depuis l'autre côté du hall. Madame Dubois, la directrice des ressources humaines, se tenait près des ascenseurs, son tailleur impeccable, son expression neutre mais attentive. Elle avait rédigé la note de service elle-même. L'espace commémoratif est un lieu de recueillement visuel. Il doit rester inoccupé en permanence pour symboliser le vide laissé par notre collègue. Julien regarda la jeune fille. Il vit la fatigue dans ses traits, la façon dont elle se tenait légèrement en déséquilibre pour soulager sa prothèse. Il vit la tristesse dans ses yeux, une tristesse qui ne demandait pas la pitié, mais simplement un instant de repos à l'endroit qui portait le nom de son père. Il regarda le fauteuil vide, symbole d'une absence que l'entreprise avait transformée en règle. Puis il recroisa le regard de Madame Dubois, un léger, presque imperceptible hochement de tête négatif. Un ordre silencieux. La mère de la jeune fille posa une main sur l'épaule de sa fille, comme pour la tirer en arrière. « Chloé, viens, ce n'est pas. » Mais Chloé ne bougeait pas. Elle attendait la réponse de Julien, la réponse de l'homme en uniforme, le représentant de ce lieu qui avait pris son père. Julien ouvrit la bouche, les mots étaient simples. « Non, désolé, c'est interdit. » C'était la réponse correcte. La réponse qui lui permettrait de garder son travail, de payer le loyer de son 2 pièces à Courbevoie, de continuer à acheter les cahiers de dessin pour sa propre fille, Léa. La réponse qui ne ferait pas de vagues. Mais la question n'était pas une question de règlement, c'était une question de décence. « Je peux m'asseoir ici ?» répéta-t-elle doucement, comme si elle ne l'avait pas entendu. Alors il répondit. Il choisit ses mots avec un soin infini, sa voix basse pour que seules elle et sa mère puissent l'entendre, même s'il savait que le regard de Madame Dubois était un microphone. Ce fauteuil. Il est là pour honorer votre père. La direction préfère que personne ne s'y assoie. Il n'avait pas dit non. Il avait expliqué la règle, la déplaçant de lui vers une entité sans visage, la direction. C'était une dérobade, et il le savait. La déception sur le visage de Chloé fut plus dure qu'un reproche. Elle baissa les yeux sur sa prothèse puis sur le fauteuil. Un soupir presque inaudible s'échappa de ses lèvres. « D'accord, dit-elle, je comprends. » Elle se retourna et avec sa mère s'éloigna vers la sortie. Julien resta figé, l'écho de ce « je comprends » résonnant en lui. Elle comprenait la froideur du système, la primauté du symbole sur l'humain. Et lui, en choisissant la sécurité, venait de lui enseigner cette leçon. Il sentit le poids de cette décision impossible s'installer dans sa poitrine, lourd et froid comme le marbre sous ses pieds. Astérisque, le réveil sonna à 6h15 précise. Le son fut immédiatement étouffé par la main de Julien. Il resta un instant dans le silence de l'appartement, écoutant la respiration douce de Léa dans la chambre voisine. L'appartement était petit, un 2 pièces au 4e étage d'un immeuble des années 70 à Courbevoie.
Les murs étaient fins, les fenêtres donnaient sur une cour intérieure où les bruits du matin commençaient à peine à s'éveiller. Mais c'était leur maison. Chaque objet avait sa place, chaque recoin était optimisé. Il se leva sans un bruit, enfila un vieux jogging et se dirigea vers la cuisine. La pièce était à peine plus grande qu'un couloir, mais tout y était fonctionnel. Il sortit le lait du réfrigérateur, versa un bol de céréales pour Léa et mit de l'eau à chauffer pour son propre café instantané. La routine était une ancre. Le café, le pain grillé, le silence du matin, c'était le squelette de leur journée, la structure qui soutenait tout le reste. À 6h45, il entra doucement dans la chambre de sa fille. Léa, 7 ans, dormait, son visage à moitié enfoui sous une couette ornée de planètes et de fusées. Un de ses cheveux blonds était collé à sa joue. Julien s'assit sur le bord du lit et lui caressa doucement le front. « Léa, c'est l'heure, mon trésor !» Elle grogna, un petit son ensommeillé. « Encore 5 minutes, papa ?» « Pas de 5 minutes aujourd'hui, on a l'école et papa a le travail. Allez, debout !» Il l'aida à s'asseoir, ses yeux s'ouvrirent encore embués de rêve. Il lui tendit les vêtements qu'il avait préparés la veille, un jean, un pôle rose et ses chaussettes préférées avec des chats dessus. Pendant qu'elle s'habillait, il retourna dans la cuisine pour lui préparer son chocolat chaud. Il entendit le petit bruit de ses pas sur le parquet, puis elle apparut dans l'encadrement de la porte frottant ses yeux. « Papa, tu as l'air fatigué. » Il se força à sourire, juste un peu. « J'ai mal dormi. » Et elle s'assit à la petite table et commença à manger ses céréales en silence, balançant ses jambes. Elle ne posait pas beaucoup de questions, elle observait, elle sentait les humeurs de son père comme un sismographe. Il but son café, le regard perdu sur le mur en face où étaient accrochés les dessins de Léa, des soleils souriants, des maisons biscornues et un portrait de lui où il avait 3 bras. Après le petit déjeuner, la routine s'accéléra. Brossage de dents, préparation du cartable, Julien vérifia l'agenda, dictée de mots, leçon de mathématiques, il signa le mot du professeur. Puis ce fut le moment de partir. Il l'aida à enfiler son manteau, remonta la fermeture éclair jusqu'à son menton. « Tu as ton bonnet ?» Elle hocha la tête, le sortant de sa poche. Dans l'escalier, elle lui prit la main. Sa petite main chaude dans la sienne était un point de contact avec la réalité, avec ce qui comptait vraiment. Le trajet jusqu'à l'école était court, à peine 10 minutes à pied. Il passait devant la boulangerie, l'odeur du pain chaud flottant dans l'air, devant le pressing, devant le petit parc où elle jouait le week-end. « Papa, est-ce qu'on pourra aller au parc après l'école ? » « On verra, ma puce, si je ne finis pas trop tard. » Devant le portail de l'école, il s'accroupit pour être à sa hauteur. C'était leur rituel. Il lui remit une mèche de cheveux en place. « Sois sage. Travaille bien. »« Oui, papa. Et n'oublie pas. »« Je sais, dit-elle en souriant, je suis la meilleure. » C'était leur petite blague. Il lui fit un bisou sur le front. « À ce soir. » Il la regarda courir pour rejoindre ses amis dans la cour, son petit cartable rebondissant sur son dos. Il resta là jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur du bâtiment. Ce n'est qu'alors qu'il se redressa, le sourire s'effaçant de son visage. Le poids de la journée à venir retomba sur ses épaules. Il devait retourner à la tour Eiffel, dans ce rôle de marbre froid, avec son fauteuil vide et le souvenir du regard déçu d'une jeune fille. Sa vie simple et digne, construite autour de cette petite fille, semblait soudainement si fragile, si vulnérable aux règles impersonnelles d'un monde qui n'était pas le sien. Astérisque, astérisque, astérisque. Les jours suivants, une tension subtile s'installa dans l'atmosphère de la tour Eiffel. Rien d'ouvert, rien de déclaré, juste une série de petites fissures dans la normalité. Le lundi suivant l'incident, Julien trouva une nouvelle note de service épinglée sur le tableau d'affichage dans le local de maintenance. Elle était signée par Madame Dubois. Rappel. L'espace commémoratif situé dans le rôle principal est un symbole de respect. Il est impératif qu'il demeure intact et inoccupé. Toute interaction avec cet espace doit être strictement limitée aux tâches de nettoyage autorisées. Le non-respect de cette directive sera considéré comme une faute professionnelle. Le mot « faute professionnelle » était souligné, c'était un avertissement, un tir de semonce. Personne ne mentionna l'incident de la semaine précédente, mais tout le monde dans l'équipe de maintenance comprit. Le message était pour Julien. Son chef d'équipe, Marc, un homme proche de la retraite qui avait tout vu, l'attrapa par le bras alors qu'ils prenaient leur café. « Julien, fais gaffe, dit-il à voix basse. Dubois t'a dans le collimateur, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ce fauteuil, c'est leur jouet, leur façon de se donner bonne conscience. Laisse-les jouer avec. » « Je n'ai rien fait, Marc, je sais, et c'est ça le problème, tu as hésité. » Ils ont vu que tu as hésité. Pour eux, c'est presque aussi grave que de désobéir. La surveillance semblait s'être accrue.
La caméra de sécurité du rôle, qui avait toujours été là, semblait maintenant le fixer personnellement chaque fois qu'il passait. Il voyait parfois Madame Dubois traverser le rôle, son regard balayant l'espace, s'arrêtant une fraction de seconde sur lui avant de continuer. C'était froid, calculateur, un rappel constant de sa position. Même les conversations anodines semblaient avoir changé. Des collègues qui d'habitude plaisantaient avec lui se contentaient maintenant d'un hochement de tête poli. Il était devenu celui qui avait failli causer des problèmes. Personne ne voulait être associé à ça. L'isolement était une autre forme de pression, silencieux et efficace. Le mardi, une semaine jour pour jour après la demande de Chloé, elle et sa mère revinrent. Julien était en train de remplacer une dalle de sol défectueuse non loin de là. Il les vit entrer, leurs silhouettes sombres se découpant sur la lumière crue de l'extérieur. Elles se dirigèrent vers le fauteuil. Comme d'habitude, elles se tinrent à distance respectueuse. Chloé regarda le fauteuil, puis son regard erra dans le rôle jusqu'à ce qu'il trouve Julien. Il n'y avait pas de reproche dans ses yeux, juste une sorte de reconnaissance triste. Elle savait qu'il les regardait. Il détourna les yeux, se concentrant sur son travail, le cœur serré. Plus tard dans la journée, alors qu'il intervenait au 34e étage, il tomba sur une conversation entre deux secrétaires près de la machine à café. « Tu as vu la note sur le fauteuil, c'est ridicule. C'est Dubois, depuis la mort de Lambert, elle est obsédée par ça, c'est elle qui a eu l'idée de ce mémorial. Paraît que c'est elle qui l'a poussé à bout avec le projet Titan. Chut, pas si fort, on dit qu'il a eu une crise cardiaque au bureau à cause du stress. L'entreprise a tout étouffé, ils ont payé une fortune à la famille pour qu'elle se taise, et maintenant ils jouent les bienfaiteurs avec ce fauteuil. » Julien fit semblant de ne pas avoir entendu, resserrant une vis sur un panneau d'accès. L'information le frappa de plein fouet. Ce n'était donc pas seulement un symbole, c'était une compensation. Une conscience à nettoyer, et le fauteuil vide n'était pas un hommage mais un saut sur un secret. La règle n'était pas juste froide, elle était coupable. Cette prise de conscience changea tout. La normalité n'était plus seulement fissurée, elle était brisée. Il ne s'agissait plus de suivre une règle stupide, mais de participer, par son obéissance, à un mensonge institutionnel. Et chaque fois qu'il voyait Chloé et sa mère, il ne voyait plus seulement une famille en deuil, mais les victimes silencieuses de ce mensonge. Sa propre vie simple, sa routine avec Léa, semblait de plus en plus menacée, non pas par une désobéissance potentielle, mais par le poids de cette complicité silencieuse. Astérisque, le premier coup direct arriva un vendredi après-midi. Le ciel était bas et lourd, menaçant de déverser des trombes d'eau sur la ville. Julien venait de terminer sa tournée de vérification des systèmes d'éclairage de secours. Son talkie-walkie grésilla. Moreau au bureau de Madame Dubois, immédiatement. La voix était celle de l'assistante de la DRH, sèche et sans appel. Julien sentit son estomac se nouer. Il répondit par un simple reçu et se dirigea vers les ascenseurs qui menaient aux étages de la direction. Le 42e étage était un autre monde. Moquette épaisse, murs lambrissés, silence feutré. L'air y semblait plus rare, plus cher. L'assistante le fit entrer sans un regard. Le bureau de Madame Dubois était immense, avec une baie vitrée offrant une vue panoramique sur Paris. Mais les stores étaient à moitié baissés, plongeant la pièce dans une pénombre froide et impersonnelle. Madame Dubois était assise derrière un grand bureau en verre, son ordinateur portable ouvert devant elle. Elle ne leva pas les yeux immédiatement, le laissant attendre au milieu de la pièce. Le silence était une arme. Julien attendit, les mains le long du corps, le dos droit. Enfin, elle leva les yeux. Son regard était dénué de toute émotion. « Monsieur Moreau, asseyez-vous. » Il s'assit sur l'un des deux fauteuils visiteurs, tout aussi inconfortable que le fauteuil du rôle était accueillant. Elle joignit les mains sur son bureau. « Je vais être directe. J'ai été informée que la famille de Monsieur Lambert continue de se rendre dans le rôle, et qu'à chaque fois, leur présence coïncide avec la vôtre. » La phrase était une accusation déguisée en observation. « Je travaille dans le rôle, Madame Dubois. C'est une partie de ma zone d'intervention. Je comprends, dit-elle, mais le mot sonnait différemment de la bouche de Chloé. Ici, il signifiait votre excuse est notée et rejetée. Cependant, il y a 2 semaines, la fille de Monsieur Lambert vous a adressé la parole. Vous auriez dû immédiatement la renvoyer vers la réception ou la sécurité. Au lieu de cela, vous avez engagé la conversation. J'ai simplement expliqué le règlement, répondit Julien, sa voix calme. Vous n'êtes pas habilité à interpréter ou à expliquer le règlement, vous êtes ici pour l'appliquer. Votre rôle est d'appeler la sécurité si quelqu'un tente d'enfreindre le protocole, c'est tout. Est-ce clair? C'était une humiliation, le réduire à un simple rouage, un appelant anonyme.
Il sentit la colère monter, mais il la contint. Il pensa à Léa à l'école qui l'attendait. « C'est clair, dit-il simplement. » Madame Dubois sembla satisfaite de sa soumission. Elle se pencha en avant, son ton se faisant légèrement plus confidentiel, mais non moins menaçant. « L'entreprise a été très généreuse avec la famille Lambert. Nous continuons de les soutenir. Ce mémorial est un geste de respect, un symbole fort. Il ne doit pas être transformé en un lieu de désordre émotionnel. La présence continue de la famille crée un malaise. Elle perturbe l'environnement de travail serein que nous nous efforçons de maintenir. » Le mot malaise le frappa. Le malaise n'était pas celui des employés, c'était le sien, c'était celui de la direction. La vue de cette fille et de sa mère était un rappel constant de ce qu'il préférait oublier. À partir de lundi, continua-t-elle, nous allons installer un nouveau système de contrôle d'accès. La famille Lambert aura un créneau de visite défini, en dehors des heures de pointe, 30 minutes le mardi matin. En dehors de ce créneau, ils ne seront plus autorisés à entrer. Et pendant ce créneau, un agent de sécurité sera présent pour s'assurer que le protocole est respecté. Elle se rassit, le considérant comme un problème résolu. Quant à vous, Monsieur Moreau, je vous suggère de vous concentrer exclusivement sur vos tâches techniques. La moindre entorse au règlement, la moindre initiative personnelle, et nous devrons réévaluer votre position au sein de cette entreprise. Avez-vous des questions ? Julien la regarda. Il voyait une femme qui avait construit des murs de procédure autour d'elle pour ne plus rien ressentir. Il pensa à Chloé, à qui on allait maintenant chronométrer son deuil. « Non, dit-il, aucune question, bien. Vous pouvez disposer. » Il se leva et quitta le bureau sans un mot de plus. En traversant le hall pour rentrer chez lui, il passa devant le fauteuil vide. Il n'était plus seulement un symbole de respect ou de mensonge, il était devenu une cage de 30 minutes par semaine pour le chagrin d'une enfant. Et il venait de recevoir l'ordre de s'assurer que la porte de cette cage reste bien fermée. Astérisque, 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 le cerco se resserra. Les jours qui suivirent l'entretien avec Madame Dubois furent marqués par une application froide et méthodique des nouvelles règles. Le lundi matin, une équipe installa un nouveau portique à l'entrée visiteur, avec un lecteur de badge plus sophistiqué. Un e-mail fut envoyé à tout le personnel, informant de la mise à jour des procédures de sécurité pour l'accès des visiteurs. Aucune mention de la famille Lambert, mais le message était clair. Le mardi, à 10 heures précises, Julien vit Chloé et sa mère arriver. Un agent de sécurité, un homme massif dans un uniforme impeccable, les attendait. Il vérifia leur nom sur une tablette, leur tendit des badges visiteurs avec la mention « valable 30 minutes » et les accompagna jusqu'à l'espace commémoratif. Il se posta à quelques mètres, bras croisés, montre visible, un chronomètre humain. Julien observait la scène depuis l'autre bout du hall, prétendant vérifier un tableau électrique. La scène était surréaliste. La mère et la fille se tenaient près du fauteuil, mais l'atmosphère était différente. Elles n'étaient plus des visiteuses, elles étaient des intrus sous surveillance. Leur deuil privé était devenu une performance publique et réglementée. Chloé ne regarda même pas dans la direction de Julien. Elle fixait le fauteuil, son visage fermé, ses épaules tendues. À 10h30, l'agent de sécurité fit un pas en avant. « Madame, mademoiselle, votre temps est écoulé. » Sans un mot, elles lui rendirent les badges et furent raccompagnées vers la sortie. La porte se referma derrière elle, laissant le rôle à son silence aseptisé. Julien tenta de faire quelque chose. Il chercha un moyen de contourner le système de l'intérieur. Il alla voir Marc, son chef d'équipe, espérant trouver un allié. « Marc, ce n'est pas juste, on ne peut pas faire ça à une gamine. » Marc soupira posant sa tasse de café. « Julien, je t'ai dit de laisser tomber, c'est la direction, c'est Dubois, tu veux te battre contre ça, tu vas perdre, tu as une fille à nourrir, pense à elle, fais ton boulot, baisse la tête et attends que ça passe. » Il essaya une autre approche. Il y avait un représentant du personnel, un certain Dutilleul, au service comptabilité. Julien prit son courage à deux mains et demanda à le voir pendant sa pause déjeuner. Dutilleul l'écouta poliment, hochant la tête, prenant quelques notes sur un carnet. « Je comprends votre préoccupation, Monsieur Moreau, c'est une situation délicate. Cependant, d'un point de vue légal, l'entreprise est dans son droit. Le rôle est un espace privé. Ils peuvent en réguler l'accès comme ils le souhaitent. Le fait qu'ils accordent un créneau de visite est même considéré comme un geste de bonne volonté. Mais c'est inhumain. L'humanité n'est pas un critère dans le code du travail, répondit Dutilleul avec un sourire las. Écoutez, je peux faire remonter votre observation de manière anonyme, mais ne vous attendez pas à un miracle. Le comité d'entreprise a déjà validé la charte de conduite interne,
qui inclut la gestion des espaces communs. Chaque porte se fermait, chaque tentative se heurtait à un mur de procédures, de règlements, de c'est comme ça, il était seul. Le système était conçu pour isoler et décourager ce genre d'initiative. Il continua son travail, sa dignité se réfugiant dans le silence et la perfection de ses gestes. Ses rapports étaient impeccables, ses interventions rapides et efficaces. Il arrivait à l'heure, partait à l'heure, il ne donnait à personne la moindre prise, mais à l'intérieur, la frustration grandissait. Chaque mardi matin, il assistait au même spectacle cruel. La famille Lambert, leur deuil chronométré, l'agent de sécurité impassible. Un jour, en passant près du fauteuil, il remarqua quelque chose, une petite éraflure sur le cuir de l'accoudoir. Probablement faite par un chariot de nettoyage. Son premier réflexe, en tant que technicien de maintenance, fut de noter la dégradation pour la faire réparer. Il sortit son carnet, mais il s'arrêta. Réparer l'éraflure, c'était maintenir la perfection du symbole, c'était participer au mensonge. Il referma son carnet et continua son chemin, laissant l'éraflure. C'était une petite chose. Un acte de désobéissance passif et invisible. Mais pour lui, c'était la seule façon de ne pas se briser complètement. C'était son silence à lui, un silence qui refusait de coopérer. Astérisque, 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 le fond du poceau fut atteint 2 semaines plus tard. Un mémo circula, annonçant la célébration annuelle des performances, un événement majeur pour Eiffel. Le grand PDG du groupe, M. Blanchard, serait présent. Des investisseurs, des journalistes, la tour Eiffel devait être un écrin parfait. La pression monta d'un cran pour tous les services de support, y compris celui de Julien. Le vendredi précédant l'événement, Madame Dubois convoqua une réunion avec tous les responsables des services généraux. Julien y fut convoqué en tant que référent technique pour le rôle. La réunion se tint dans une salle sans fenêtre au sous-sol, l'air conditionné bourdonnant. Madame Dubois projeta un plan du parcours de la visite officielle. Et ici, dit-elle en pointant le rôle d'entrée avec un stylo laser, nous aurons un point d'arrêt. Monsieur Blanchard dira quelques mots sur nos valeurs, notre engagement envers nos employés. L'espace commémoratif sera en arrière-plan, il doit être absolument impeccable. Son regard se posa sur Julien. Moreau, je veux que ce fauteuil soit comme neuf. J'ai remarqué une éraflure sur l'accoudoir, faites le nécessaire. Et le jour J, je veux que vous soyez présent dans le rôle, en retrait mais visible, pour parer à toute éventualité technique. Évidemment, l'espace doit rester vide, c'est un point non négociable. Le jour J était un mardi, le même jour que la visite chronométrée de la famille Lambert. Madame Dubois osa Julien, sa voix étonnamment stable. Le créneau de visite de la famille Lambert tombe le mardi matin. Un silence glacial s'installa, Madame Dubois le foudroya du regard. Il est évident que cette visite sera annulée cette semaine-là. Mon assistante s'est déjà chargée de les prévenir, nous ne pouvons prendre aucun risque, c'était la dernière humiliation. Non seulement leur deuil était chronométré, mais il était aussi annulable, soumis aux impératifs du calendrier corporate. Julien rentra chez lui ce soir-là avec un poids immense sur la conscience. Il avait échoué, il n'avait rien pu faire, il se sentait complice d'une cruauté froide et calculée. Il alla chercher Léa à l'école, essayant de masquer son trouble derrière un sourire forcé. Ce soir-là, après le dîner, Léa était assise à la petite table du salon, absorbée par un dessin. C'était un moment de calme, la seule lumière provenant de la petite lampe de bureau qui éclairait sa feuille de papier. Julien la regardait, essayant de puiser un peu de paix dans sa concentration. Au bout d'un moment, elle leva la tête, son crayon de couleur suspendu en l'air. « Papa, oui mon trésor !» Elle lui montra son dessin. Elle avait dessiné leur petit appartement. On voyait la cuisine, sa chambre et le salon. Elle avait dessiné 2 personnages, un grand c'était lui et un petit c'était elle. Ils se tenaient la main, mais il y avait quelque chose d'étrange. À côté d'eux, dans le salon, elle avait dessiné un fauteuil, un grand fauteuil vide. « Pourquoi tu as dessiné ce fauteuil, ma puce? On n'a pas de fauteuil comme ça. » Léa le regarda avec ses grands yeux sérieux, des yeux qui voyaient tout. « Je sais, c'est pour maman. » La mère de Léa était partie quand elle avait 3 ans, elle ne se voyait presque plus. Le sujet était un abîme de douleur que Julien évitait soigneusement. Comme ça, même si elle n'est pas là, elle a une place pour s'asseoir, expliqua Léa avec une logique enfantine désarmante. C'est triste, une chaise vide, mais c'est encore plus triste de ne pas avoir de chaise du tout. Au moins, on sait où elle pourrait être. Les mots de sa fille le frappèrent avec la force d'une révélation. Il avait tout compris de travers. Madame Dubois et la direction voyaient le fauteuil vide comme un symbole du vide, une absence à préserver. Mais pour un enfant, une place vide n'était pas une fin,
c'était une invitation, une possibilité. Un lien, c'est encore plus triste de ne pas avoir de chaise du tout. En voulant protéger le symbole du vide, ils avaient effacé le lien. Ils n'honoraient pas la mémoire de Vincent Lambert, ils l'effaçaient un peu plus chaque jour en interdisant à sa fille de s'y connecter. Julien regarda le dessin de Léa, puis le visage de sa fille. Il sut alors ce qu'il devait faire. Ce n'était plus une question de règlement, de travail ou de sécurité, c'était une question de caractère. Il ne pouvait pas enseigner à sa fille à être une bonne personne s'il ne l'était pas lui-même, surtout quand personne ne regardait, ou plutôt, surtout quand tout le monde regardait. La décision fut prise dans le silence de leur petit appartement, éclairé par la lumière d'une lampe de bureau et la sagesse involontaire d'une enfant de 7 ans. Astérisque, 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 le mardi de l'événement, Julien se leva avant son réveil. Il se prépara avec une lenteur et une précision délibérée. Il choisit sa tenue de travail la plus propre, s'assura que son badge était droit, chaque geste était empreint d'une nouvelle résolution, il n'était plus en colère ni effrayé, il était calme, il avait fait un choix. Il déposa Léa à l'école, leur rituel matinal prenant une signification plus profonde ce jour-là. En s'accroupissant pour l'embrasser, il la serra un peu plus fort que d'habitude. « Passe une bonne journée, papa, lui dit-elle. Toi aussi mon trésor. » À la tour Eiffel, l'effervescence était palpable. Des traiteurs s'affairaient, des techniciens installaient des écrans, le personnel de sécurité était sur les dents. Julien ignora l'agitation. Il se rendit dans son local, mais au lieu de prendre ses outils habituels, il ouvrit son casier personnel. Il en sortit un petit objet enveloppé dans un sac en plastique propre. Un petit coussin carré, simple, de couleur gris neutre. Il l'avait acheté la veille. Il se dirigea vers le hall. L'espace commémoratif était déjà sous les feux des projecteurs installés pour l'événement. Le fauteuil en cuir noir brillait, les raflures ayant été réparées par une autre équipe sur ordre de la direction. Il était parfait, froidement parfait, Julien attendit. Il savait que, malgré l'annulation officielle, elle viendrait. La force de l'habitude, le besoin de se recueillir, serait plus fort que l'interdiction. À 10h moins le quart, il les vit. Chloé et sa mère se tenaient de l'autre côté de la rue, regardant la tour, hésitantes. L'entrée principale était gardée, Julien prit une décision rapide. Il sortit par une porte de service latérale et traversa la rue. La mère de Chloé le vit approcher et se raidit prête à partir. « Madame Lambert, dit Julien doucement, s'il vous plaît, ne partez pas. » Il se tourna vers Chloé. « Votre visite n'est pas annulée, venez avec moi. » Il les fit entrer par la porte de service, les guidant à travers un dédale de couloirs jusqu'à une petite porte qui débouchait derrière la réception du hall principal. L'événement devait commencer dans une demi-heure. Les invités commençaient à arriver. « Restez ici un instant, leur dit-il. » Il traversa le hall, le petit coussin discrètement tenu contre lui. Il sentit le regard de Madame Dubois, qui supervisait les derniers préparatifs près des ascenseurs. Il l'ignora. Il s'approcha du fauteuil. Avec un geste simple et calme, il posa le coussin gris au centre du siège en cuir. Ce n'était pas un acte de défi, c'était un acte d'humanisation. Le coussin transformait le symbole en un siège, un lieu d'accueil. Puis il se retourna et fit un signe de tête à Chloé et à sa mère. Elles s'avancèrent, traversant le hall sous le regard médusé des employés et des premiers invités. Madame Dubois commença à marcher vers eux, son visage une expression de fureur contenue. Julien se plaça entre elle et la famille. Il ne lui dit rien. Il se contenta de la regarder calmement, son regard disait « Pas aujourd'hui ». Il se tourna ensuite vers Chloé, qui se tenait devant le fauteuil, le regard fixé sur le petit coussin. Elle leva les yeux vers lui, une question muette dans son regard. C'était le moment. Il avait choisi de perdre son travail, sa sécurité, pour ne pas se perdre lui-même. Pour ne pas trahir ce que Léa lui avait montré. Il lui fit un léger sourire d'encouragement. C'est alors que la vérité entra dans la pièce, non pas comme une explosion, mais comme une question simple, posée d'une voix claire qui porta dans le silence soudain du hall. Chloé le regarda droit dans les yeux. « Je peux m'asseoir ici ?» Le moment était suspendu. Le PDG, M. Blanchard, venait d'entrer dans le hall avec son entourage. Il s'arrêta, observant la scène. Madame Dubois était figée, son visage passant de la colère à la panique en voyant son patron. Tous les regards étaient tournés vers Julien, l'homme en uniforme, et la jeune fille à la prothèse. Alors il répondit, sa voix n'était pas forte mais elle était pleine d'une certitude tranquille. « Oui, c'est ta place. » Chloé s'assit. Elle s'assit dans le fauteuil de son père, pour la première fois. Elle posa ses mains sur les accoudoirs, et un soupir de soulagement, un soupir qui semblait venir du plus profond de son être, traversa son corps. Sa mère posa une main sur son épaule, les larmes aux yeux.
La vérité était là, assise au milieu du rôle. Ce n'était pas un symbole de vide, c'était une fille qui avait retrouvé sa place, l'espace d'un instant, auprès de son père. Le pouvoir, en la personne de M. Blanchard, était maintenant forcé de choisir. Il pouvait soutenir sa DRH et faire expulser une orpheline amputée du mémorial de son père devant les journalistes, ou il pouvait accepter ce qui venait de se passer. C'était un choix public, irréversible. Astérisque, M. Blanchard n'était pas devenu PDG par hasard. Il était un homme qui savait reconnaître un champ de mine quand il en voyait un. Il regarda la scène, la jeune fille assise, digne et calme, l'homme de la maintenance debout à côté d'elle, protecteur silencieux, et sa directrice des ressources humaines, le visage déformé par une rage impuissante. Il comprit en une seconde que la bataille des procédures était perdue et que celle de l'image venait de commencer. Il s'avança, son expression passant d'une surprise calculée à une compassion grave. Il ignora Madame Dubois et se dirigea droit vers le fauteuil. « Mademoiselle Lambert », dit-il d'une voix chaleureuse qui résonna dans le rôle, « c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Votre père était un homme exceptionnel. » Il se tourna vers l'Assemblée. Ce fauteuil n'a jamais été destiné à être un simple objet, il est le symbole de l'esprit qui demeure. Aujourd'hui, grâce à la présence de sa fille, nous nous en souvenons de la manière la plus juste qui soit, c'était un coup de maître. En quelques phrases, il avait retourné la situation, s'appropriant l'acte de Julien et le transformant en une initiative de l'entreprise. Madame Dubois comprit qu'elle venait d'être publiquement désavouée. Elle recula, son visage blême, et se fondit dans la foule. L'événement se poursuivit, mais son cours avait été changé. Chloé resta assise dans le fauteuil pendant toute la durée du discours de Blanchard, qui adapta ses paroles pour inclure des références à l'héritage humain et à l'importance de la famille. Le lendemain, Julien fut convoqué, pas par Madame Dubois, mais par Monsieur Blanchard lui-même. Le bureau du PDG était au dernier étage, un espace sobre et élégant dominant la ville. Blanchard ne l'invita pas à s'asseoir, il se tenait près de la fenêtre regardant Paris. « Moreau, vous m'avez mis dans une position impossible hier, j'ai fait ce qui me semblait juste, monsieur. » « Le juste ne paie pas les salaires, rétorqua Blanchard, sa voix sèche. « Le juste ne signe pas les contrats. Ce qui fait tourner cette entreprise, ce sont les règles, les procédures, la prévisibilité. Vous avez détruit tout ça en quelques minutes. » Il se tourna pour faire face à Julien, son regard était froid, il n'y avait plus de chaleur calculée, vous auriez dû être renvoyé sur le champ. C'est ce que Madame Dubois recommandait. C'est une faute grave. Julien ne dit rien, il attendit, il avait accepté les conséquences, mais, continua Blanchard, je ne peux pas vous renvoyer. Ce serait un désastre en termes d'image. Le technicien au grand cœur qui défend l'orpheline contre la bureaucratie, les journaux adoreraient ça, vous nous avez coincés, il fit quelques pas. Madame Dubois va être mutée. Elle n'est plus en position de gérer les relations humaines dans cette tour, son approche manque de flexibilité. C'était une victoire, mais elle avait un goût amer. Ce n'était pas une reconnaissance morale, c'était une décision stratégique. Quant à vous, Moreau, vous restez, mais comprenez bien ceci, vous êtes maintenant sous surveillance. Votre dossier portera une mention officielle, un avertissement formel pour insubordination. Le moindre faux pas, la moindre initiative non sollicitée, et vous serez dehors, peu importe l'image que ça donnera. Votre carrière dans cette entreprise est terminée. Vous avez un emploi, mais vous n'avez plus d'avenir ici. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien, maintenant, retournez à votre travail. Julien quitta le bureau. Il avait gagné, mais il avait tout perdu. Il avait sauvé son âme, mais il avait sacrifié sa carrière. Le coût de la décence était élevé. En retournant dans les couloirs de service, il croisa des collègues qui le regardaient différemment. Certains avec admiration, d'autres avec méfiance. Il était devenu un symbole, lui aussi, le type qui avait osé. Mais c'était un statut solitaire. La politique concernant le fauteuil fut discrètement modifiée, une nouvelle plaque plus petite fut ajoutée, espace de recueillement Vincent Lambert, ouvert à tous. La cage était ouverte, mais la victoire n'avait rien de triomphal. C'était juste le silence qui suivait une bataille épuisante, un silence rempli du coût réel de la décision qu'il avait prise. Astérisque, les semaines passèrent. La vie à la tour Eiffel reprit son cours, avec ses routines et ses silences. La mutation de Madame Dubois fut annoncée par une note interne laconique. Personne n'en parla. Julien continua son travail, enfermé dans les limites strictes de ses fonctions. Il était devenu un fantôme efficace, réparant ce qui était cassé, ne posant aucune question, n'engageant aucune conversation qui n'était pas strictement nécessaire. Il avait gardé son emploi,
mais il sentait le plafond de verre juste au-dessus de sa tête. Un mardi après-midi, alors qu'il terminait sa journée, il traversa le hall principal. Le soleil de fin d'automne filtrait à travers les immenses baies vitrées, projetant de longues ombres sur le marbre. Son regard fut attiré par l'espace commémoratif. Chloé était là, assise dans le fauteuil. Elle n'était pas avec sa mère, elle était seule, elle ne regardait pas dans le vide, elle avait un livre posé sur ses genoux et elle lisait, absorbée. Elle avait apporté son propre coussin, un petit carré de velours bleu. Elle avait l'air, en paix, comme si c'était le coin le plus normal du monde pour s'asseoir et lire. Des employés passaient à côté d'elle, certains lui jetant un coup d'œil, d'autres l'ignorant complètement. Elle faisait simplement partie du paysage maintenant, une présence tranquille au cœur de la machine. Elle leva la tête, comme si elle avait senti le regard de Julien. Leurs yeux se croisèrent à travers le rôle. Elle ne sourit pas, mais il y eut une lueur de reconnaissance dans son regard. Un remerciement silencieux. Julien lui fit un léger hochement de tête presque imperceptible. Puis il se détourna et se dirigea vers la sortie. Il n'y avait rien de plus à dire, son acte n'avait pas changé le monde, il n'avait pas réformé l'entreprise, mais il avait changé une petite chose. Il avait rendu un fauteuil à une fille qui en avait besoin. Dehors, l'air frais de novembre lui piqua le visage. Il remonta le col de sa veste et se mit en marche, pressant le pas. Il quitta le quartier des affaires, avec ses tours de verre et ses règles de laiton, pour retrouver les rues familières de Courbevoie. Il arriva devant le portail de l'école juste au moment où la cloche sonnait. Une vague d'enfants joyeux et bruyants se déversa dans la rue, et au milieu d'eux, il vit Léa. Elle le cherchait du regard. Quand elle l'aperçut, son visage s'illumina d'un grand sourire. Elle courut vers lui, son cartable rebondissant. « Papa !» Il s'accroupit et la prit dans ses bras, la serrant fort. Il respira l'odeur de ses cheveux, un mélange de shampoing à la pomme et de craie. « Alors, cette journée ?» demanda-t-il en se relevant. « Super, j'ai eu un très bien en dictée. » Elle lui prit la main. Sa petite main chaude et confiante dans la sienne. Ils commencèrent à marcher sur le chemin du retour, leurs ombres s'étirant devant eux sur le trottoir. Léa lui racontait sa journée, les histoires de la cour de récréation, la nouvelle chanson qu'ils avaient apprise. Julien l'écoutait, son regard fixé sur leurs mains jointes. La routine continuait, il avait protégé ce petit monde, c'était tout ce qui comptait.